des propriétés. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par le règlement. Il existe deux attributs du droit de propriété, le droit de jouir de la chose, le droit de disposer de la chose. Le droit de jouir de la chose est subdivisé en deux, le droit d'user de la chose et le droit de percevoir le fruit de la chose. Le droit de propriété est composé de trois attributs. Le droit d'user de la chose, usus, le droit de percevoir le fruit de la chose, fructus, et le droit de disposer de la chose, abusive. Par exemple, je suis propriétaire d'un appartement. Je peux donc l'habiter, qui est usus, je peux percevoir le loyer, qui est fructus, et je peux vendre, donner, brûler l'appartement, qui est abusus. Vous Justicia, votre émission juridique qui nous éclaire sur nos obligations, nos droits et nos devoirs. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Cédric Omboum, assistant à la faculté de droit et droit privé et judiciaire, bien sûr, à l'université de Lubumbashi. Monsieur Cédric Omboum, bienvenue, je vous salue, bienvenue dans Injusticia. Bonjour et merci. Vous allez bien? Nous allons très bien. Et vous-même? Oui, ça va. Nous parlerons aujourd'hui de l'achat et vente en droit congolais. Comment comprenez-vous ce thème? Voilà, d'entrée des jeux déjà, on parle de la vente. On se situe, nous sommes dans les droits des obligations et dans les droits des obligations particulièrement en ce qui concerne les obligations de donner, de faire et consorts. Alors, la vente, selon l'article 263 du Code civil, livre 3e, des décrets de 1888, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous utilisons encore ces décrets-là, très vétustes. Et la vente, c'est une convention par laquelle deux personnes, une personne qui s'appelle vendeur et l'autre qui s'appelle acheteur, s'obligent ou s'entendent l'une à donner, à payer les prix et l'autre à donner la chose, à livrer la chose. Est-ce qu'il y a des conditions essentielles de validité des contrats de vente? Voilà. Quand on parle déjà des contrats, il faut commencer par c'est quoi un contrat? Le contrat, selon l'article 1er du Code civil livre 3e, c'est l'entente ou bien une convention entre deux ou plusieurs personnes de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors, quand il s'agit de contrats de vente, on commence d'abord par les conditions essentielles de tout contrat. Tout contrat, pour qu'il soit valide, il faut la présence de 4 éléments. Premièrement, le consentement. Deuxièmement, la capacité. Troisièmement, la chose, ou bien l'objet. Et quatrièmement, la cause. Alors, le contrat de vente également doit premièrement respecter ces 4 éléments essentiels de la validité d'un contrat. Mais pour aller plus loin dans les contrats de vente, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait une chose. Et la chose doit être disponible et la chose doit être mise en commerce. Ça doit être une chose commercialisable, si je peux le dire. C'est ça là, les conditions que je peux citer en ce qui concerne les contrats de vente pour la validité d'un contrat de vente. Et les conditions que j'avais citées pour la validité de tout contrat, donc j'ai parlé du consentement, la capacité, et puis l'objet et la cause sont cumulatifs. Toutes ces conditions-là sont cumulatives. Les consentements, si je peux expliquer ces conditions-là, par exemple, si on parle du consentement dans le cadre de la vente, il doit avoir l'accord des volontés entre deux personnes, l'accord des volontés entre deux personnes de faire ou de ne pas faire quelque chose. En ce qui concerne la vente, par exemple, les deux personnes s'entendent la première personne se met d'accord de livrer la chose et la deuxième personne se met d'accord de payer la chose, de payer les prix de la chose. Et en ce qui concerne la capacité, en droit, quand on parle de la capacité, c'est une aptitude d'acquérir les droits. Dans la capacité, nous avons d'une part la capacité d'exercice et de l'autre part la capacité de jouissance. Et la capacité d'exercice, c'est cette capacité-là que la personne a
pour exercer ses droits, et la jouissance, c'est de jouir de ses droits. Il y a certaines personnes qui sont privées de cette capacité. Alors, c'est alors qu'on parle de l'incapacité. Et de l'autre, comme nous avons parlé de la capacité des jouissances et d'exercice, la même chose pour l'incapacité. Nous avons également l'incapacité des jouissances et l'incapacité d'exercice. Et le troisième élément, comme je l'avais cité, il s'agit bien de l'objet. En droit, l'objet doit être certain. L'objet doit être certain et licite. Pourquoi on dit l'objet doit être certain et licite? La licéité de l'objet, c'est-à-dire que comme on est dans les contrats de vente, on ne peut pas mettre en vente les organes humains, par exemple. On ne peut pas mettre en vente la personne humaine. Donc, quand on vend une personne, le contrat de vente n'est plus valide, n'est plus valable parce que la question objet pose problème. Et enfin, il y a la question cause. La question de la cause. Et il y a beaucoup de courants en ce qui concerne la cause. D'autres penseurs disent que la cause et l'objet se confondent. C'est comme s'il y a une redondance des termes. On ne va pas entrer dans ces débats-là des penseurs, mais c'est seulement pour annoncer. C'est ainsi que je peux dire, ce sont des conditions qu'on peut donner pour la validité d'un contrat, et les contrats de vente également fait objet de ces conditions-là. Mais dans les contrats de vente, on insiste beaucoup plus également sur la chose de la vente. Vous venez de parler de la capacité et de l'incapacité. Oui. Quelle est la différence? Voilà. La capacité, comme je l'ai dit, c'est l'aptitude qu'a une personne de jouir ou bien d'être titulaire d'un droit. Et l'incapacité, c'est cette aptitude que la personne a d'être privée de ces droits-là. Nous allons parler par exemple des mineurs. Ils sont incapables à une certaine mesure. Nous allons parler par exemple de l'ancien code de la famille, parler de la femme mariée qui était incapable, sauf qu'en 2016, cela a été renouvelé, a été revu, la femme mariée est devenue capable. Nous allons parler par exemple dans l'incapacité, on peut parler des étrangers qui sont privés de vendre à un certain niveau. Nous allons parler aussi des esclaves. Les esclaves, ils sont privés de certains droits. Même en politique également, il y a certains politiciens qui sont privés de certains droits. Vous voyez, il y a par exemple une personne un étranger qui ne peut pas devenir président de la République, par exemple, il est incapable. C'est ça l'incapacité en droit. Une vieille femme est aussi incapable. Une femme âgée. Non, la notion de la capacité en droit, il ne faut pas considérer ça comme, excusez-moi, en sociologie. Parce qu'en droit, quand on parle de capacité, c'est ça ce que je vous dis, il y a question de droit. Vous voyez, l'aliénation mentale peut faire partie des... Voilà, l'aliénation mentale, exactement. Un aliéné mental est incapable. Là, nous entrons dans les codes de la famille, dans les articles 298 jusqu'à 301, 311, 310. Vous allez voir certaines mesures qu'on donne pour les aliénés mentaux. Ils sont incapables d'exercer tel droit, tel droit, tel droit. Donc, on met au centre d'abord la question de la titularisation des droits, de l'exercice des droits. Comment distingue-t-on la vente commerciale de la vente civile? Voilà. Déjà, quand on parle de la vente commerciale et la vente civile, nous entrons dans un domaine un peu plus vaste. Surtout, c'est dans les domaines des droits OHADA. Vous voyez, la vente commerciale concerne beaucoup plus de personnes qui sont souvent commerçants. Et cela est régi, qui sont souvent commerçants, cela est régi beaucoup plus par l'acte uniforme des droits commerciaux général. Et la vente civile, c'est entre les particuliers. C'est entre les particuliers dans la vente commerciale. On va voir par exemple l'acte uniforme dont je viens de parler. Vous allez voir également la question de la Convention de Vienne de 1980 qui concerne beaucoup plus la vente commerciale. C'est au niveau un peu plus international et au niveau un peu plus communautaire. Et dans la vente privée, vous allez voir, nous allons entrer par exemple dans les bails. Donc c'est entre particuliers.
Sur ce, est-ce qu'il y a des obligations prévues par la loi pour les vendeurs et l'acheteur? Oui, exactement. Les vendeurs d'un côté ont ces obligations et l'acheteur également en a les leurs. Pour les vendeurs, par exemple, on dit que la première des obligations, les vendeurs ont l'obligation de donner l'information. Ça, c'est très essentiel. Il faut informer à l'acheteur sur l'état de la chose. Il doit informer de A à Z, la chose est de cette manière et de cette manière. Mais le Code civil met beaucoup plus l'accent sur deux grandes obligations du vendeur. Premièrement, le vendeur a l'obligation de livrer la chose. L'obligation de livraison. Il doit livrer la chose, si vous regardez dans le Code civil, et dans plusieurs conditions pour cette livraison s'il s'agit d'un bien meuble, s'il s'agit d'un bien immeuble, le Code civil donne beaucoup plus de conditions à ce sujet-là. Et la deuxième grande obligation d'un vendeur, c'est également la garantie. La garantie. Dans cette garantie, le vendeur doit garantir certains éléments sur la chose vendue. Et généralement, on parle de la garantie, le Code civil parle de la garantie d'éviction et la garantie des défauts. Vous voyez, la garantie d'éviction et la garantie des défauts. Je ne peux pas acheter quand même une montre et puis je pars et puis je trouve que ça ne fonctionne pas. Il faut que les vendeurs puissent me garantir sur cette obligation, cette chose que je venais d'acheter. C'est un peu les deux obligations, les deux grandes obligations d'un vendeur. Du côté de l'acheteur, il a beaucoup plus l'obligation de payer les prix. De payer les prix. Si vous regardez dans l'article, je pense bien, 264 du Code civil, livre 3e, vous allez vous rendre compte que le législateur met un accent particulier quand il dit la vente est parfaite quand on s'est mis d'accord sur la chose et les prix. La vente est parfaite d'abord quand on s'est mis d'accord sur la chose et les prix. Et ça revient à ce que j'avais dit au préalable. J'avais dit que pour la validité d'un contrat de vente, ou bien de tout contrat, il faut qu'il y ait le consentement. Alors, c'est mettre d'accord, c'est l'accord de volonté avant tout. C'est un accord de volonté entre deux parties. Quand on se met d'accord sur la chose et les prix, la vente est parfaite. Et cet accord-là lie les deux parties. Ça lie les deux parties, même si la chose n'est pas encore livrée. Mais la vente est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà accord de volonté de ces deux parties. Il y a eu l'offre. Les éléments sont réunis. Non, là je suis d'abord sur la perfection de la vente. Je vais revenir sur les 4 éléments. Vous allez me perdre. L'offre. Oui, voilà. Il y a d'abord l'offre, d'une part, et l'acceptation de cette offre-là entre les deux parties. Alors, vous êtes revenu sur les 4 éléments. Ça, je l'ai dit au départ. Je l'ai dit au départ que pour qu'il y ait un contrat soit valide, il faut la présence de ces 4 éléments. Les consentements, la capacité, on a parlé de la capacité, et l'objet d'abord, l'objet, et puis la cause. Ce sont des éléments très essentiels. Mais là, j'ai ajouté tout simplement une touche sur la question de la vente. Alors, la livraison, c'est une obligation, dit-on. Le paiement des prix, c'est vraiment une obligation essentielle pour l'acheteur. Il doit payer les prix. Mais bien entendu, il y a des nuances. Il y a des nuances si ce sont entendus, par exemple, que je vais payer les prix après. Il y a des nuances juridiques, on va y arriver. Voilà. Quelles sont les formes possibles du contrat de vente en RDC? Est-ce que ça doit être écrite, orale ou mixte? Voilà. Le contrat de vente peut être oral, peut être écrite. Mixte, on laisse d'abord. Il peut être oral ou peut être écrite. Mais on préfère beaucoup plus qu'il y ait l'écrit. Pourquoi? En droit, en soi, l'écrit a la valeur probatoire de la preuve. Pour qu'il y ait preuve, en tout cas, on préfère et on conseille
généralement que ces contrats-là soient écrits pour qu'il y ait la preuve, pour prouver à tout moment qu'il peut y avoir des contentieux. C'est aussi une forme de protection pour les deux parties. Voilà, c'est aussi une forme de protection pour les deux parties pour qu'aujourd'hui, on s'entend avec vous sur quelque chose et puis demain, on change. L'être humain est versatile. Hein? Vraiment. La vente peut-elle être annulée si le prix n'est pas déterminé? Je venais de le dire tout à l'heure que la vente est parfaite quand on s'est mis d'accord sur les prix et la chose. Oui, si le prix n'est pas encore payé, la loi prévoit des modalités. Comment est-ce qu'on peut rester l'insolvable pour payer? Mais d'abord, l'essentiel, c'est que la vente est parfaite quand on s'est mis d'accord sur les prix et la chose, et il faut payer. C'est l'obligation du vendeur, de l'acheteur, je venais de le dire. L'acheteur a le droit de payer les prix. Est-ce que la loi prévoit la différence entre une vente ferme et une vente sous condition? Oui, il y a une différence entre une vente ferme et une vente sous condition, effectivement. En ce qui concerne la vente sous condition, je commence par là, c'est une vente où, je peux donner quel exemple? Vous achetez ma voiture, mais je vous dis, avant de vous donner cette voiture, il faut finir la dernière tranche de cette voiture, du montant à payer. Ça, c'est une vente sous condition. On donne la condition avant que vous ne puissiez, parce que dans les contrats de vente, il faut rappeler, il y a question de transfert des propriétés. Il y a la question des transferts des propriétés. Avant que je ne vous transfère cette propriété, avant que je ne vous donne la chose vendue, il faut que vous puissiez finir avec la dernière tranche, parce que la vente a été effectuée, par exemple, à 3 tranches. Alors je vous dis, avant de libérer la chose, il faut que vous puissiez finir. C'est une condition, c'est un contrat sous condition. Alors que les contrats fermes, c'est un contrat où je pars dans un magasin, par exemple, je sors l'argent, j'achète des stylos, un paquet de stylos, on me donne les stylos et moi je donne l'argent. Ça, c'est une vente ferme. Alors, vous venez de parler du transfert des propriétés. Est-ce qu'il y a-t-il des effets juridiques quant à ça? Oui. En ce qui concerne le transfert des propriétés, il y a des effets juridiques. D'abord, il faut comprendre que la propriété, c'est un droit réel. En droit, on appelle ça un droit réel. Il y a dans ces comme effet juridique, c'est que je deviens propriétaire de la chose. Je peux utiliser ce qu'on dit communément en droit, utiliser les droits d'abousus, les frutus et les usus. Donc la chose m'appartient maintenant. Ça, c'est un grand effet en ce qui concerne les transferts des propriétés. Le propriétaire peut l'utiliser à sa guise, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'acheteur ne paye pas les prix dans un délai convenu? Si l'acheteur ne paye pas les prix dans un délai convenu, le vendeur a l'obligation soit d'engager des poursuites en justice, de les sommer particulièrement aussi pour payer ou de les mettre en délai parce que c'est un insolvable, de les sommer, de payer. Et c'est un peu ça ce qui peut se passer, d'engager des poursuites judiciaires pour que l'acheteur puisse arriver à payer les prix. Le contrat peut être verbal, il peut être aussi écrit. Mais on exige l'écrit justement pour la question de la preuve. De l'insolvabilité également. Voilà. Pour la question de la preuve, pour qu'on puisse prouver que non, oui, réellement, on a signé avec lui un contrat. Mais il y a aussi des moyens où vous pouvez prouver, il y a des témoins, il y a toute une procédure, c'est une procédure en justice, vous aurez toujours des éléments pour convaincre les juges. Pour convaincre les juges. Même si les juges disent toujours donne-moi les faits, je te donnerai les droits et prouve. Donc, vous allez toujours avoir les moyens, vous allez utiliser tous les moyens pour pouvoir convaincre les juges à ce sujet. Quelles sont les règles en matière de vente de véhicules d'occasion d'Europe en ADC?
Voilà, en matière de vente de véhicules d'occasion d'Europe, nous avons généralement, je pense, c'est un arrêté ministériel de 2017 qui réglemente cette situation-là, où il y a des pratiques qu'il faut regarder les zones du véhicule d'occasion et puis livrer les documents y afférents et consorts. Mais c'est beaucoup plus fondé dans, je pense bien que ça doit être un arrêté ou bien un décret de 2017. 2017, j'avais appris dernièrement qu'en 2025, ici, le 9 septembre 2025, on devrait avoir une proposition d'un décret qui devait encore réguler ces secteurs-là des véhicules d'occasion. Nous sommes toujours en train de parler de l'achat et vente en droit congolais avec Monsieur Cédric Omboum, assistant à la faculté de droit privé judiciaire à l'université de Lubumbashi. Alors, Monsieur l'assistant, comment prouver un contrat de vente en cas de litige? On revient à la question sur la preuve. Oui. Encore. Comment prouver un contrat de vente en cas de litige? Je vous avais dit, si vous avez écrit quelque part, il y a déjà, c'est dans une procédure judiciaire. Des reçus. Des reçus. Bon, la question des reçus, c'est aussi très important. C'est d'ailleurs obligatoire. Et avec l'arrêté ministériel de, je pense, 2014, et puis, non, 2018, l'arrêté ministériel de 2018, et puis la loi sur la fixation des prix et la liberté des prix de 2018. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans l'arrêté ministériel de 2018, on fait allusion beaucoup plus à la question de la facture dans l'article 7 de cet arrêté-là. On fait allusion à la question de la facture, c'est un moyen de preuve un peu plus essentiel. Mais en matière de vente, il faut le dire que la preuve est libre. La preuve est libre. Alors, c'est-à-dire, pas une obligation. Non, la liberté de la preuve, c'est pas dans ce sens-là, madame. C'est pas dans ce sens-là. La question de la preuve en droit, il y a, par exemple, si vous allez en droit pénal, vous allez voir, il y a une manière de prouver. Si vous allez en droit civil également, il y a une manière de prouver. Par exemple, en droit civil, si vous regardez le code civil toujours, qui va vous parler de preuves par aveu, de preuves par consort, preuves testimoniales, preuves par présomption et consort. Alors, quand je parle maintenant de droit commercial, et beaucoup plus de droit de la vente plutôt, le principe est clair, c'est que la preuve est libre. On peut prouver par tout moyen qu'il y a eu un contrat de vente entre vous et moi. Et je viens d'évoquer également la question des factures tout en faisant allusion à la loi de 2018 sur la liberté des prix et également à l'arrêté ministériel de 2018, notamment dans son article 7, où on rend obligatoire la question de la remise des factures, la question de la remise des reçus dans les magasins et partout, les clients, l'acheteur a l'obligation de demander, après l'achat, après la vente, a l'obligation de demander la facture et les reçus. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que la loi prévoit, en cas de fraude, des sanctions pénales en ce qui concerne la falsification ou les faux prix ou les dols? Oui, exactement. D'abord, le code civil livre 3e, dans ce tronçon-là des articles 264 jusqu'à 301, vous allez voir que la loi prévoit plusieurs manières sur, d'abord, les dols. On rentre encore dans les éléments de validité. Commençons par les dols en matière de vente. Les dols, c'est quoi? Les dols, c'est un vice de consentement. Or, je vous ai dit que le consentement est l'élément essentiel pour la validité d'un contrat. Et quand un contrat, notamment le contrat de vente, est frappé des dols, c'est-à-dire la sanction prévue par la loi, c'est la nullité. Quand on parle de dol, on parle de la ruse, n'est-ce pas? Les dols, ça ressemble à toutes les manœuvres frauduleuses
sans lesquelles je n'aurais pas consenti. D'accord. Vous avez pris des manœuvres, vous avez utilisé toutes les manœuvres. Je peux prendre l'exemple, j'ai besoin d'une voiture grise. Mais vous avez utilisé des manœuvres de façon, je ne sais pas, il y a des sprays là qu'on met sur la voiture et votre voiture bleue devient grise pour acquérir mon consentement et acheter votre bien. Alors, ça devient de l'usif. On dit que tous les moyens sont bons. Bon, pas un droit, hein. Tous les moyens sont bons en politique, mais pas un droit. Un droit, donc c'est ça un peu, c'est-à-dire quand il y a dol, d'abord, le code civil prévoit comme sanction la nullité. La nullité de cet acte-là, de cette vente-là. Et quand il y a falsification, par exemple, quand il y a falsification des prix, vous avez parlé, et je vous renvoie directement à la loi de 2018 sur la liberté des prix et la fixation des prix. Donc c'est un peu ça, c'est que la loi prévoit un peu en cette matière-là des ventes. Alors, comment se déroule la vente d'un immeuble ou d'un terrain en RDC? Y a-t-il des formalités prévues pour aller voir un notaire ou comment? Oui, il y a des formalités en matière d'immeuble. Il y a des formalités à remplir. Malheureusement, en République démocratique du Congo, il y a des gens qui se font rouler beaucoup plus. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de contentieux dans ces domaines-là. Vous pouvez voir quelqu'un qui a les titres d'un chef coutumier et l'autre a les titres, par exemple, du conservateur. Alors, celui qui a les titres du conservateur a déjà les droits de la propriété parce que on part toujours du principe selon lequel les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La procédure est claire. Il faut aller au cadastre, par exemple. Si vous avez parlé avec un particulier pour un terrain vide, comme vous l'avez dit, un terrain vide, et vous allez au cadastre, vous faites la demande des terres. Il y a plusieurs demandes, demande des terres, demande des travaux et consorts. Et puis on vous sort la demande des terres, vous allez procéder à la deuxième étape pour avoir un contrat de location. Après, vous allez avoir le contrat de concession. Et puis, enfin, vous allez aboutir au certificat d'enregistrement qui a une valeur d'inattaquabilité, en tout cas. Si vous en avez, vous avez directement la propriété foncière, en quelque sorte. C'est une matière foncière. Sur ce, si une personne vend un terrain sans titre valable, quelles seront les sanctions? Si une personne vend un titre, vend une parcelle ou un terrain sans titre valable, y a-t-il des sanctions? Oui, il y a des sanctions parce qu'il n'est pas propriétaire déjà. Il n'a pas de titre, il n'est pas propriétaire, je venais de le dire, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Il n'a pas de titre, donc il n'est pas propriétaire. Il y a plusieurs sanctions en ce qui concerne des personnes pareilles, en tout cas. Alors, si les vendeurs reçoivent un acompte, mais l'acheteur disparaît, que prévoit la loi quant à ça? Voilà, il y a toute une procédure dans cette situation-là. Le premier élément, c'est que d'abord, le vendeur doit garder la compte. Il garde d'abord la compte en amorçant des démarches en justice pour retrouver l'acheteur. Et puis peut-être les mettre en demeure et soit les sommer pour payer l'autre acompte. Mais il y a une procédure, il peut engager une procédure de poursuite en justice. Il va trouver gain de cause en tout cas. Bon, voilà, vous venez de parler de l'incapacité en ce qui concerne les mineurs. Alors, si un mineur achète un bien sans autorisation parentale, est-ce que la vente sera nulle ou valable? Voilà. J'ai parlé en long et en large de l'incapacité. Et quand je parlais de l'incapacité, j'avais cité entre autres les mineurs. Tout en démontrant que les mineurs sont considérés comme des incapables juridiques. Juridiquement parlant, ce sont des incapables. Ils sont soumis dans un régime d'autorisation, d'assistance. Ils sont soumis dans un régime d'autorisation et d'assistance. Alors, s'il n'a pas d'autorisation, il doit être assisté. Vous voyez? S'il n'a pas d'autorisation, il doit être assisté.
Étant donné qu'il n'est pas encore assisté, en tout cas, pour un contrat de vente réalisé par un mineur, en tout cas, la sanction est claire. Il y a défaut d'un élément de validité, la vente est nulle. Dans les défauts d'éléments de validité, il faut toujours ajouter quelques éléments. C'est un mode d'extinction d'un contrat. Il y a plusieurs modes d'extinction d'un contrat. Nous avons la nullité. Vous avez utilisé la nullité. C'est une manière d'exteindre un contrat, notamment les contrats de vente. Et là, c'est le cas d'un mineur. La nullité absolue. La nullité absolue, il y a la nullité absolue, il y a la nullité relative. Et la nullité absolue, vous savez, c'est quand les intérêts publics, un intérêt général et privé est violé, alors qu'on peut faire allusion beaucoup plus à la nullité absolue. Et quant à la nullité relative, c'est quand ce sont les intérêts des particuliers qui sont violés, alors qu'on va faire allusion à la nullité relative. Alors, dans le cadre des mineurs, nous sommes dans le cadre de la nullité parce qu'on viole à un élément ou à une des conditions essentielles de validité d'un contrat. Mais il y a d'autres modes d'extinction également d'un contrat. Nous avons par exemple la résiliation, nous avons la résolution d'un contrat, nous avons également la caducité d'un contrat. Vous voyez? Par exemple, la caducité d'un contrat, le contrat au préalable est valable. Le contrat remplit tout, par exemple les contrats de vente, remplit toutes les conditions, toutes les 4 conditions valables pour sa validité, mais seulement lors de la réalisation de ces contrats-là, il a manqué quelques éléments essentiels pour la réalisation du contrat. Alors les contrats tombent dans la caducité, par exemple. Alors les contrats conclus avec les mineurs, la sanction, c'est la nullité. Et un mineur ne peut pas signer un contrat de bail également. Je vous ai dit, il doit y avoir aussi une autorisation préalable. Je vous ai dit qu'un mineur est soumis en tant qu'incapable, parce que la loi protège les incapables juridiques. Quand on les met déjà dans les rangs des incapables, c'est une manière de protection de ces personnes-là. Voilà. Les mineurs, les débiles mentaux, ils sont soumis dans un régime d'autorisation et d'assistance. Il doit être autorisé, mais c'est différent un peu avec les débiles mentaux. Pour les mineurs, par exemple, il doit être autorisé, mais pour les débiles mentaux, il y a toute une procédure. Si vous regardez l'article 300 d'abord du Code de la famille et 306, si je m'abuse, on vous dit qu'il doit être interdit judiciairement. Il doit être interdit judiciairement de poser les actes. Il doit être assisté également. Donc c'est un peu le principe. Un mineur doit être né dans un régime de protection sui generis où il doit être autorisé. S'il n'est pas autorisé, il doit être assisté en tout cas. Malheureusement, c'est dans la pratique, nous voyons, vous envoyez les enfants aller acheter telle chose, aller, je ne sais faire quoi. Alors malheureusement, mais ça, les droits, les nous voyons les enfants vendre également. Nous voyons les enfants vendre, par exemple, mais la loi est claire, ce sont des personnes qui sont soumises dans un régime d'autorisation ou d'assistance et ce sont des incapables juridiques. Ils sont incapables juridiques. En cas de double vente d'un même bien, qui devient véritablement propriétaire? En cas de double vente d'un même bien, d'abord c'est les premiers acheteurs. Vous revenez encore dans la question de preuve. Si c'est un bien, un immeuble, il doit brandir les titres. Il doit brandir les titres où il démontre qu'il est propriétaire, les premiers propriétaires, et puis il est dans ces cas-là considéré comme propriétaire de ces biens-là. Et qu'arrivera-t-il au deuxième propriétaire, deuxième acheteur? Il doit recourir au vendeur pour réclamer les prix. Nous avons parlé des obligations des vendeurs. Et nous avons démontré que les vendeurs ont l'obligation de livrer la chose et qu'on sort. Mais si il a fait ça, il recourt. Comme vous a dit par exemple, si les vendeurs dans l'article 203
318, par exemple, on dit que si le vendeur ne savait pas qu'il avait vendu, je ne sais pas s'il ne peut pas savoir qu'il avait vendu à une autre personne, ne savait pas qu'il avait vendu, il est de mauvaise foi, il doit recourir, et le vendeur doit restituer les prix, et s'il est de mauvaise foi, il doit restituer et les prix et payer les dommages et intérêts. Et s'il est de bonne foi, je ne sais pas si dans ces cas-là, il peut être de bonne foi, s'il est de bonne foi, en tout cas, il doit restituer tout simplement les prix. Nous sommes toujours en train de parler de l'achat et vente avec Maître Cédric Omboum, assistant à la faculté de droit privé judiciaire à l'Université de Lubumbashi. Alors, Monsieur Cédric, comment s'articulent les droits congolais de la vente avec l'acte uniforme et OHADA relatif au droit commercial général? L'acte uniforme relatif au droit commercial général a créé certaines innovations très essentielles. Il y a la rigueur dans cet acte uniforme et ça protège également les parties et ça ouvre beaucoup de portes pour les parties, mais ça met beaucoup plus l'accent d'abord dans les commerces, dans la vente entre commerçants particulièrement. Et c'est un droit communautaire. Et il y a beaucoup d'innovations à l'intérieur, mais avec le droit congolais qui était aujourd'hui, quand je vous parle par exemple, je cite toujours le Code civil livre 3e et je vous ai dit c'est le décret du 31 juillet 1888. Vous allez vous rendre compte que depuis 1888, quand on parle de certaines choses ou bien de certaines matières en ce qui concerne les obligations, nous recourons à ces codes-là qui est très vétuste. Alors, avec l'innovation de l'acte uniforme, avec l'adhésion de la RDC à l'OHADA, dans les domaines de vente et dans les domaines de droit commercial congolais, il y a eu beaucoup plus l'évolution, vous allez voir, en matière des bails, par exemple, les bails commerciaux. Vous allez voir, l'acte uniforme prévoit des indemnités d'éviction, et il y a plusieurs nouveautés, même la manière dont vous avez parlé de l'acheteur qui a été abusé par les vendeurs. Et dans l'acte uniforme, par exemple, il y a plusieurs manières de saisie et consorts qui peuvent soulager la victime. En tout cas, il y a une certaine rigueur, il y a de l'évolution dans cette matière-là. Et les droits commerciaux, les droits civils congolais qui a son instrument juridique un peu plus vétuste, a été secondé particulièrement par ces droits communautaires. Alors, comment s'appliquent les règles de prescription en matière de litiges concernant les ventes? Oui, ça dépend. D'abord, il faut parler de la prescription, c'est quoi? La prescription en droit, c'est une manière d'acquérir ou bien de perdre un droit durant un laps de temps. On peut perdre ou acquérir un droit durant un laps de temps. Alors, quand il s'agit, par exemple, de biens, c'est un peu plus loin la prescription dans le Code civil des obligations. Quand il s'agit des biens meubles, soit il s'agit des biens meubles ou bien des biens immeubles, et on parle soit des 10 ans, soit des 30 ans dans le Code civil livre 3e. Mais c'est une manière, soit la prescription c'est un processus, une manière soit de perdre, soit d'acquérir un droit dans un laps de temps, et c'est prescrit et c'est prévu dans le Code civil livre 3e, et les délais c'est soit 10 ans et soit 30 ans selon les cas. Voilà. Alors, quel est le régime juridique de la vente internationale impliquant une entreprise congolaise? Oui, d'abord c'est une vente, vous l'avez dit, c'est une vente internationale. La base juridique, ou bien ça se fonde beaucoup plus, vous avez vu, on peut prendre l'acte uniforme sur le droit commercial général. On peut également prendre, j'avais cité tantôt ici, la Convention de Vienne de 1980. C'est
vraiment dans ces deux instruments internationaux où on peut découvrir les éléments concernant la vente internationale. C'est, comme vous l'avez dit déjà, c'est une vente internationale, s'engage soit les États, soit les partis avec les États. Et ce sont de grandes dispositions selon que les partis aient choisi pour régler leur contrat de vente. Mais la vente en ligne aussi peut faire partie de vente internationale? Oui, bon, quand on parle de la vente en ligne, je ne sais pas, quand vous postez les habits sur WhatsApp, c'est ça la vente en ligne, madame? Quand vous postez les habits sur WhatsApp, sur votre profil WhatsApp, et puis on vous demande est-ce que ça coûte autant? Je ne sais pas si c'est ça la vente en ligne, mais c'est la vente électronique. Je ne sais pas. Bon, le concept est un peu plus vaste, et à tel point que quand on parle de ça, généralement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais quand on parle de la vente en ligne, c'est quoi finalement? Est-ce qu'au Congo, les petits commerçants exercent vraiment la vente en ligne? Parce que je pense bien que quand vous avez parlé de la vente en ligne, vous avez fait allusion aux petits posts qu'on met dans nos comptes WhatsApp, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est ça la vente en ligne? Dans le compte Facebook. Dans le compte Facebook et qu'on sort. Ça, c'est la vente en ligne, bien c'est la vente électronique, ou bien... En fait, c'est une question qui a soulevé beaucoup d'analyses dans notre pays, et beaucoup de scientifiques, beaucoup de juristes y ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour mettre en place une disposition un peu plus claire, parce que, vous savez, dans des domaines électroniques ou bien dans la vente en ligne, il y a les arnaqueurs, il y a la cybercriminalité. Ça fait entrer tous ces éléments-là. Alors, généralement, on est encore dans des avancées positives pour qu'on puisse trouver une législation efficace pour réglementer cette situation, parce qu'il y a à boire et à manger dans cette situation. Comment distinguer la vente, la location-vente et les crédits bail selon le droit congolais? La première différence entre la vente, la location bail, les crédits bail en droit congolais, c'est que dans la vente, le premier élément, c'est le transfert des propriétés. Ça, c'est la vente. Dans la vente, il doit avoir transfert des propriétés. De la location-vente? Non, dans la vente. Et dans la location-vente, ça commence d'abord c'est d'abord une location, mais avec une promesse peut-être à la fin de cette location qui est vente. Vous voyez, dans la location-vente, c'est-à-dire on commence d'abord dans la location, mais avec une possible promesse qui est vente après. Et il en est de même avec des crédits bail, où on commence d'abord par une procédure, et puis à la fin, peut-être qu'il y aura vente et transfert des propriétés. Mais il faut retenir que la vente, avec ces deux notions-là, se différencie par le fait que dans la vente, la première des choses, c'est les transferts des propriétés. Et les deux notions, il y a d'abord un autre élément qui commence pour que peut-être, après, nous puissions aboutir à la vente. Voilà, pour le transfert des propriétés. Voilà, Monsieur Cédric, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Okay. Quel serait votre résumé en lingala? Tobandaki kolobela makambo etali vente na makambo etali achat. Kosomba vente et achat, c'est ça. Les makambo tobandaki kolobela tantôt awa na madame. Na masolo na biso tango to sololi tolakisi ya mboke vente ezali nini pona ko lakisa vente elingi koloba nini tokendaki na ba disposition légale mingi na code civil livre 3e yango pe ezali code ya kala penza bato ebele bazo déplorer yango na kati ya mboka na biso ke mobeko wana ezali ya kala esi eumeli
Alors, balakisi biso ke vente ezali convention oyo salami entre bato mibale. Tobandaki kolobela na madame ke tobanda lobela makambo etali vente na mboka na biso République démocratique du Congo. Tolakisi te na article 263 il y a code civil livre 3e que vente ezali convention oyo esangisi bato mibale. Moto ayambo o babengi vendeur ateki eloko azan obligation ya koteka eloko, et puis moto ya mibale o babengi acheteur azan obligation ya kosomba eloko wana. Tolakisi ba obligation, tolakisi lolenge nini moto oyo asombi azan obligation na ye, lolenge nini oyo pe ateki azan obligation na ye, na suka pe tolakisi lolenge nini kosomba mabele, tolobelaki eloko etali kosomba mabele na kati ya mboka Congo. Tolobeli makambo ebele imeke ebele ya makambo atali vente na mibeko na biso, mais oyo asuka tokoki kokanga toyebi ke tango kei kosomba eloko yebaki ozana ba obligation na yo en tant que mosombi, oyo pe azotekela yo eloko yo yebaki azape na ba obligation na ye en tant que moteki. Alors moto na moto il faut ayeba ba obligation wana totangi awa na madame na émission oyo. Merci, Monsieur Cédric. Comment traduirez-vous l'adage Ius es ars bonis et aequi? Voilà. Cet adage du latin qui veut dire tout simplement que le droit est un art des biens et un art d'équité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons y à parler de l'achat et vente en droit congolais avec comme invité Monsieur Cédric Omboum, assistant à la faculté des droits privés et judiciaires à l'université de Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne suite des programmes chez vous. C'était Injusticia avec Adams Malaika. Ciao.